Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a du monde? Bonjour. Ça y est, bonjour. Alors c'est parti. C'est la reprise de la conférence pour, celles et ceux qui ont l'habitude de venir, toutes les semaines. Vous savez, on en organise, tous les mardis après-midi. J'ai fait une petite pause là, au courant du mois d'août. Forcément un petit peu moins de monde. Et donc, je vous propose de reprendre sur, un sujet, dont on parle pas assez, à mon avis, en tout cas, c'est toujours très flou, mais qui vous concerne tous et tous quand vous êtes en création, que vous êtes même en activité, hein, on ne sait jamais, qui est donc, le statut juridique. Je parle de statut, mais vous allez voir qu'on va parler de plein de termes différents, de régimes, de structures, de formes juridiques, parce que voilà, il y a plein de choses, qui concernent la fiscalité, qui concernent le juridique, qui concernent la gestion, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc je vous propose, alors je vous montre le sommaire, je vous propose de déblayer un petit peu tout ce qui existe, une première partie très courte sur, les définitions justement du statut, des formes, des régimes fiscal, régime social et puis ensuite on va faire un tour d'horizon bah, pas toutes, mais une bonne partie des différentes formes d'entreprise et puis comment choisir, son statut, son régime. Heu, on va voilà, voir, se poser les bonnes questions pour, pouvoir le définir. Petite question pour, vous justement avant, celles et ceux qui ont l'habitude de venir, vous savez que des fois je la pose. Où vous en êtes dans votre projet? Est-ce que vous êtes déjà en activité? Est-ce que vous êtes à la fin du projet de création, donc au moment où vous décidez de ce régime et de ce statut juridique? Ou est-ce que vous êtes encore assez tôt, en amont? Voilà. C'est en général une question qu'on se pose plutôt à la fin du parcours, mais c'est bien de venir, là, si même vous êtes en amont, parce que vous allez voir qu'il y a des choses, des bonnes questions à vous poser qui vont définir cette forme, ce statut-là de votre entreprise et qu'il faut se poser tôt parce que c'est, en fonction du chiffrage, en fonction d'un prévisionnel comptable, en fonction, du secteur d'activité, que ça se définit. En projet, en activité pour certains déjà, hein, et bientôt la fin. OK, un petit peu tout, beaucoup de réflexion. Bon, au moins on va pouvoir avoir les bases, les questions à se poser, pour définir. Vous allez voir que, je vous le dis, c'est assez complexe, parce que, je vous l'ai dit tout de suite, ça dépend de choses, comptables, fiscales, juridiques. Mais qu'en fait, ce qui rend complexe aujourd'hui, je vais vous le redire plusieurs fois, ce qui rend complexe en 2023 le choix du statut juridique ou savoir quelles sont les différences entre les différentes formes, c'est plutôt, qu'est-ce qui différencie ces formes-là? Hein, savoir ce qui les différencie. On a des catégories très différentes de formes d'entreprise, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'options, et beaucoup de flexibilité de plus en plus pour prendre des choses d'une catégorie, dans une autre et cetera. Donc c'est ça qui la rend complexe, mais je vais essayer de simplifier pour vous et de vous montrer un petit peu la différence entre les formes. Je vais l'écrire, ceux qui ont pas de son, effectivement, soit c'est le paramètre, il faut mettre des écouteurs, soit vous cliquez au milieu de l'écran, il y a une icône. Je vais l'écrire pour ceux qui m'entendent pas. Alors, je parlais d'entreprise, Marie-Amandine, on va parler vraiment là des entreprises et pas des associations. Il y a plein de choses, qu'on va pas aborder non plus, des scopes, des coopératives d'activité et d'emploi, du portage salarial qui peuvent aussi, amener à l'entrepreneuriat. Pareil pour l'association. On va vraiment, se focaliser sur les sociétés, commerciales et les entreprises individuelles. Vous allez voir ça. Mais effectivement, il y a plein de formes, différentes. On va y revenir. OK? Alors c'est parti, n'hésitez pas, hein, à poser vos questions, on va avoir du temps pour ça, puisque c'est un focus, donc même si c'est complexe et il y a beaucoup de choses, à aborder, on a du temps pour ça, pour les questions, même si évidemment, je vous dis, le choix du statut, il se fait au cas par cas, donc difficile d'avoir des réponses globales. Juste vous présenter pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'ADI, donc c'est une association, on est une association, une grosse association, vous voyez, parce qu'on est présent
toute la France, depuis 35 ans. Et puis c'est une association qui, dont le cœur de métier, c'est financer les créateurs et les entrepreneurs. Mais pour ça, il y a aussi beaucoup de dispositifs d'accompagnement, j'y reviendrai dessus et donc le choix du statut, maîtriser, l'environnement administratif, fiscal, comptable et cetera d'une entreprise, quelle que soit la forme, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est pas évident. Donc le but, c'est aussi de vous mettre dans une posture où vous allez pouvoir vous faire accompagner. OK? Allez, c'est parti. Les différentes alors pas encore les différentes formes, d'entreprise, mais d'abord plutôt quelques définitions très simples. Qu'est-ce que c'est un statut juridique? On parle beaucoup de statut et de régime. Je vais commencer par le statut, qui a un terme plutôt impropre. On devrait plutôt parler de forme ou de structure d'entreprise, puisque ça ne concerne pas que le juridique, si je vous le disais, donc les obligations comptables et fiscales. Mais pour ce qui est du statut, en tout cas, c'est le cadre, légal, pour le coup juridique, qui entoure l'entreprise. C'est ce qui lui donne une existence légale. Donc évidemment, on va y revenir, ça il est déterminé par le secteur d'activité. Il y a des activités qui vous obligent à avoir une certaine forme juridique, par exemple, des activités aussi qui vous obligent à avoir une certaine taille, à vous associer ou pas, à avoir un certain chiffre d'affaires, ou alors c'est l'inverse, c'est plafonné, donc ça va définir aussi l'entreprise. Donc la taille, c'est aussi le nombre d'associés, c'est une des questions à se poser en tout cas. Quels investissements, quels financements, enfin quels investissements j'ai à faire au départ? Quelle charge va avoir tout au long de la vie de l'entreprise aussi? Le statut fiscal, social, la protection du dirigeant. Je vais rentrer dans les détails, hein, après vous inquiétez pas pour tout ça. Et donc le statut, c'est donc ce cadre-là. C'est pas l'entreprise en elle-même, c'est pas, ce qui la définit fiscalement, socialement, mais ça va déterminer justement ce cadre, social et fiscal par le cadre juridique. OK? Oui, il y a toujours un replay sur la chaîne YouTube. S'il y a besoin de Jessica, vous pourrez m'envoyer un mail. Mon mail, vous l'aurez à la fin de la conférence pour, s'il y a besoin de support ou d'autres questions. N'hésitez pas. Mélissa, pour les couveuses, la réponse c'est oui. Pas de souci, hein, quelle que soit la forme, de l'entreprise justement. Voilà. Je viens au régime. On a parlé du statut juridique, donc il y a le cadre légal dans lequel votre entreprise existe. Le régime, donc il y a 2 types de régimes qui vont plus concerner, pour le coup, le dirigeant que l'entreprise, donc vous. Le régime social qui définit votre protection en tant que travailleur indépendant ou travailleur assimilé salarié, même si vous êtes dirigeant, ça aussi je vais y revenir. Il y a différentes formes de dirigeants en fonction de la forme de l'entreprise et donc le régime définit, votre couverture, même si aujourd'hui tous les entrepreneurs, sont, pardon, le régime de protection sociale de l'entrepreneur se rapproche du régime de la protection du salarié depuis quelques années, puisqu'il y a eu une simplification pour ça. Et qu'est-ce qui vous garantit d'avoir une protection sociale? Ce sont les cotisations. Donc c'est ce que vous payez, à l'URSSAF, par exemple, en tant que dirigeant. Voilà, donc ça, ce sont les cotisations. OK? C'est les questions et le régime fiscal, ouais, j'espère que ça va fonctionner pour le son, sinon, juste, réactualiser et puis voilà, sinon le replay. Pour le régime fiscal, donc là, vraiment dissocier les 2, on n'est plus sur la protection sociale, mais on est sur à quel régime d'imposition, donc c'est les impôts, je suis assujetti en tant que dirigeant et à quel régime d'imposition mon entreprise est assujettie. Donc ça va déterminer à quel moment vous allez payer des impôts et à quel taux. Ouais, combien. Pour ça, il y a 2 types d'imposition pour les entreprises. Un impôt sur le revenu de dirigeant et un impôt sur, la société. Voilà. Sachant encore une fois que, je vous le redis, ça c'est à l'origine des régimes fiscaux qui, étaient différents en fonction de différentes catégories, de formes d'entreprise, de statut. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flexible,
Donc à la fois, c'est plus simple en gestion parce que c'est plus flexible, à la fois que c'est beaucoup plus complexe à comprendre, encore une fois, les différences entre les différents statuts juridiques, et fiscaux parce que, ce n'est plus un type d'entreprise qui est assujetti à l'impôt sur le revenu, un autre type d'entreprise qui est assujetti à l'impôt sur la société. Prioritairement, on va avoir cette ligne-là, tel type d'entreprise sur revenu, tel type d'entreprise sur impôt sur la société, mais on peut, en fait, choisir en option les autres. Voilà, je vous dis, c'est plus flexible, mais du coup, ça crée des passerelles et c'est beaucoup plus complexe. Donc je vous propose pour ça de lister quelques types d'entreprises, quelques structures, quelques formes, quelques statuts, hem, qui existent. C'est les plus gros. Vous voyez qu'il y en a, peut-être, vous ne les connaissez pas parce qu'elles sont peu utilisées ou elles sont très spécialisées. Les principales, donc ce sont, vous voyez à gauche, les entreprises unipersonnelles, c'est-à-dire des entreprises où il y a un seul dirigeant, pas d'associé. Au milieu, les entreprises pluripersonnelles, où il y a plusieurs associés. Et à droite, les sociétés civiles. J'en parle là, on va pas du tout en reparler, ensuite parce que ce ne sont pas des sociétés commerciales. Ce ne sont pas des sociétés qui sont vouées à avoir, des bénéfices. Ce sont des sociétés qui regroupent plusieurs autres sociétés ou, plusieurs entrepreneurs ou bien en fonction de secteurs d'activité, agricoles, des entreprises à des activités à ordre, par exemple, donc des activités, qui sont réglementées, qui sont très spécialisées. Donc ça concerne très peu de. Enfin, ce ne sont pas des créations d'entreprises commerciales, quoi. OK? Est-ce que vous avez déjà pensé à votre statut, à votre forme, à votre structure d'entreprise? Je pèse mes mots, hein, c'est pour ça que je dis beaucoup. Et est-ce que, ceux qui sont en activité, vous aviez, douté entre plusieurs, formes? Alors la micro et le I, ce n'est pas totalement la même chose, mais la micro est une entreprise individuelle. Je vais préciser, bien sûr. Alors Camille, on va, parler à la fin du changement de statut. Comment le faire? Beaucoup en micro, en EI, pas de salarié. Toute seule, pas de salarié, ça peut convenir à, toutes celles qui sont dans les entreprises unipersonnelles. Hem, Maintenant si vous n'avez pas de but de développer, plus que ça, parce que pas de but de créer, des postes, de créer de l'emploi, vous pouvez très bien rester en entreprise individuelle. SASU en projet, d'accord. Oui, Xavier, en étant fonctionnaire, alors ça dépend de quelle, pardon, de quelle, oui, ça, pardon, de quelle, structure de la fonction publique, vous dépendez, si c'est la territoriale, si c'est éducative et cetera. C'est l'enseignement, pardon. Mais, en fait, ça, ce sont des règles qui sont définies par la fonction, publique et pas par, le cadre, légal. Et donc, effectivement, il y a des et puis en fonction de certaines activités aussi, on ne pouvait pas être en concurrence et cetera. Donc c'est très, très spécifique dans la fonction publique. OK, j'ai apprécié tout ça, en même temps, je garde quelques infos. Après, il y a du rose et du bleu, je vais y revenir. Alors je reste en haut pour l'instant sur la donc entre les entreprises unipersonnelles et les entreprises pluripersonnelles. Vous voyez comme j'ai de nouveau segmenté en 2 entre les entreprises individuelles et les sociétés. Dans les entreprises individuelles, on a l'entreprise individuelle, tout simplement. Là, j'ai écrit EI et on a la micro-entreprise. La micro-entreprise est une entreprise individuelle, mais elle n'est pas, soumise au même, régime social. Ouais, ça, j'en reparlerai aussi. C'est un régime simplifié. OK? Donc la micro, c'est une entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, il y a beaucoup plus d'options, notamment pour, récupérer et reverser la TVA, voilà, c'est un peu plus complexe en gestion aussi. L'entreprise individuelle, elle est bien, par exemple, pour des activités de prestation de services ou si vous voulez tester et ensuite passer en société. Voilà, la micro, c'est vraiment une forme très primitive, très, alors je dis pas ça sans avec du jugement, hein, pas du tout, parce que ça se prête à beaucoup d'activités, et beaucoup d'entrepreneurs, c'est très bien la micro, mais c'est une forme vraiment très, très simplifiée. C'est une forme d'accès à l'entrepreneuriat, OK? Et c'est pas du tout complexe comme peut l'être l'entreprise individuelle ou encore plus comme le sont les sociétés. Et là, dans les sociétés, donc on a, la SA, la société à action,
une très vieille forme d'entreprise. La SAS, c'était, action simplifiée. La SARL, c'était, société, hem, à responsabilité limitée. Je vous ai mis en plus la SNC qui est très peu utilisée, mais qui a des avantages, mais qui est notamment en termes de gestion et d'équité entre les associés, beaucoup plus équitable. Société en société en nom collectif, mais vous pouvez, pour l'instant la mettre de côté parce qu'elle est très, très peu utilisée. Donc la SAS, la SARL qui elles-mêmes ont des déclinaisons quand il y a un seul associé, enfin un seul, dirigeant. La SAS devient la SASU, la SARL devient l'EURL. Mais voilà, dites-vous que la SARL et l'EURL et la SAS et la CESU, c'est la même chose. C'est juste que soit il y a plusieurs dirigeants, soit il y a un seul dirigeant. OK? Oui, Coralie, en micro, vous pouvez, choisir d'être assujetti à la TVA, avoir un c'est intéressant en fonction de votre activité, en fonction des dépenses, donc des achats et puis des ventes que vous avez aussi. Vous pouvez très bien le faire. Pour ça, il faut se rapprocher du service des impôts, des finances publiques. OK. Alors, pas d'obligation comptable, non plus en EI. Ça, c'est en fonction de vous. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un appui, pour la gestion? Parce qu'effectivement, la comptabilité est un petit peu plus exigeante, en EI qu'en micro. Alors bonne question d'Isabelle, pardon, je prends pas peut-être dans le désordre. Trouver un statut juridique en entreprise individuelle, qui soit aussi protecteur. Aujourd'hui, donc il y avait, pardon, avant 2022, un un une autre forme d'entreprise qui s'appelle entreprise individuelle à responsabilité limitée, le IRL, qui était une forme de I, mais qui, protégeait beaucoup plus, l'entrepreneur, le dirigeant. Puisque je vous rappelle qu'en EI et en micro, la responsabilité est totale pour l'entrepreneur puisqu'il n'y a pas de distinction entre l'entrepreneur et l'entreprise. Donc il y avait une forme qui permettait de protéger mieux les biens, le patrimoine de l'entrepreneur. Aujourd'hui, cette option-là a complètement été englobée dans l'EI. Donc en fait, c'est comme si l'EI n'existait plus et que ce n'était plus que des EIRL, mais voilà, mais ça s'appelle l'EI. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de protection de l'entrepreneur. Maintenant, attention, je vous le redis en micro et en entreprise individuelle, il n'y a pas de société. Et une société, c'est une forme juridique à part entière, indépendante de l'entrepreneur. En entreprise individuelle, l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Il y a vraiment un mélange entre l'entreprise et le dirigeant. Ce qui fait que toute la responsabilité, même s'il y a une protection sur vos biens personnels, toute la responsabilité des dettes de l'entrepreneur, mais aussi du coup tous les bénéfices de l'entreprise sont, du fait ou à, l'entrepreneur, au dirigeant. Donc à la fois une responsabilité totale de l'entrepreneur, alors qu'en société, vous pouvez avoir un détachement entre l'entrepreneur et l'entreprise. Et à la fois beaucoup plus de liens entre le bénéfice d'entreprise et l'entrepreneur. Est-ce que ça c'est clair pour vous, la différence entre les entreprises individuelles et la société? Si par contre vous avez une obligation de tenir de déposer vos bilans en entreprise individuelle, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une obligation d'avoir un comptable, parce que vous pouvez normalement le rédiger vous-même, il faut quand même le faire valider. Non, non, ça dépend du chiffre d'affaires. Alors, je vous le redis, si c'est pas trop clair, je voudrais quand même rapidement. En société, il y a l'entrepreneur ou les entrepreneurs quand ils sont associés et la société qui a une forme, une personnalité juridique, personnalité morale à part entière. OK? Elle existe comme si c'est une personne. En entreprise individuelle, il n'y a pas cette entreprise-là qui existe. C'est l'entreprise individuelle et l'entrepreneur. Ce qui veut dire que quand il y a un conflit, quand il y a des dettes, par exemple, de l'entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même qui les porte. À l'inverse, il y a beaucoup plus aussi, facile la gestion comptable et les versements des bénéfices de l'entreprise en entreprise individuelle, en micro, parce que ce sont les bénéfices directs de l'entrepreneur. Alors que quand on est en société, ce sont les bénéfices, de la société et la société, je vais vous le dire en très gros, hein, la société verse, une dividende ou un salaire à l'entrepreneur. OK? C'est la différence.
Alors je le lis en même temps. C'est une très bonne question, Coralie, aussi une question. L'entreprise individuelle, effectivement, ou la micro, vous pouvez avoir comme en société, un nom commercial, mais le nom de l'entreprise, c'est votre nom à vous. Effectivement, la raison sociale, donc qui est le nom de l'entreprise, c'est votre prénom et votre nom. Si vous changez de nom, l'entreprise s'appellera toujours, elle ne changera pas de nom. Voilà. Sachant que même si vous créez après votre mariage, il y aura les 2 noms. Il y aura toujours votre nom de jeune fille aussi. Ça, je suis désolé, dans la loi française, vous restez toujours votre nom officiel reste votre nom de naissance. Donc il y aura les 2. Alors, pour la différence entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle EI, c'est globalement la même chose, sauf qu'il y a plus d'obligations de tenue comptable, de bilan, et donc il y a aussi l'option de TVA en entreprise individuelle. Encore une fois, après je vous le dis, il y a de plus en plus d'options. Donc en micro, ça existe aussi aujourd'hui, mais à la base, c'était beaucoup plus différencié. Hem, la gestion comptable, la gestion, opérationnelle aussi d'une micro-entreprise est juste beaucoup plus simple qu'en EI. On on pourra y revenir dans une autre webconférence qu'on en fait souvent sur la gestion de la micro, beaucoup plus en détail si vous voulez, ce qui permet de beaucoup plus comprendre la différence. Mais je vous le redis, ne vous ne cherchez pas une forme d'entreprise en fonction de ce qui les différencie. Puisque comme je vous l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, il y a beaucoup d'options pour vous permettre de piocher des choses dans une autre forme que celle que j'ai. Je suis sans micro, je peux prendre, une option TVA qui existe normalement que dans les autres, formes d'entreprise. Je suis en SAS, j'ai aussi, une option pour être, imposé sur le revenu au lieu d'être imposé sur, l'impôt à la société. OK? Donc normalement, on a des schémas qui sont carrés, mais il y a de plus en plus d'options pour aller piocher ailleurs. Donc ce n'est pas ça, ce que je vous présente là, qui va définir, qui va vous faire choisir votre statut ou votre structure d'entreprise. Je vous présente quand même les différences telles qu'elles sont, puisque ce sont, les différences, importantes en termes de statut et de régime. Je vais venir justement là au régime et après on va passer à comment choisir son statut si c'est pas en fonction de ça. OK? OK. Alors, bah, je vais y revenir. Je vous lis en même temps, pardon, OK, bon, je vais répondre à tout ça après. Je viens au régime, donc les 2 régimes, social et fiscal. C'est pour ça qu'il y a 2 couleurs, donc en rose beige, orange, les travailleurs non salariés, les TNS, donc la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, SARL, URL et en SNC. Le dirigeant est un travailleur non salarié. C'est un indépendant travailleur non salarié. Il est entrepreneur, OK? Il est patron, il est dirigeant. Il n'est pas un salarié. Ça alors je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de simplifications et donc le régime social, la protection sociale d'un entrepreneur est beaucoup plus proche de la protection sociale d'un salarié qu'il n'était avant en 2019. C'est vrai, mais il y a toujours cette distinction-là entre le travailleur non salarié et le salarié ou l'assimilé salarié. C'est l'avantage en SAS, hein, en ou en SASU. Je suis assimilé salarié, donc je vais, cotiser, oui, je vais avoir une protection, sociale parce que je cotise, beaucoup plus proche de celle d'un salarié, donc beaucoup moins, précaire, hein, faut le dire. Voilà, c'est globalement ça qui différencie les 2 formes du dirigeant, assimilé salarié ou travailleur non salarié. OK? Un travailleur non salarié, il va être indépendant et donc beaucoup moins cotiser à la retraite, pas cotiser pour le chômage, et cetera. Un assimilé salarié va beaucoup plus cotiser, donc ça veut dire qu'il y a plus de charges, hein. Il faut aussi anticiper ça, il y a plus de charges parce que, je me verse un salaire, donc je cotise sur ce salaire-là, mais en contrepartie, je vais avoir une protection sociale beaucoup plus importante.
Non, c'est vraiment la distinction, hein, faut dire entre TNS et assimilés salariés et là, pour le coup, c'est une catégorisation qui est beaucoup plus, qui pour l'instant n'est pas flexible. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore resté. OK? Pour la retraite, Coralie en micro, pareil, hein, je vous invite à revoir des replays sur la micro-entreprise on a des webconf beaucoup plus détaillés sur la micro. Mais, vous cotisez, hein, pour la retraite en micro-entreprise et en entreprise individuelle. Seulement, il y a des seuils à atteindre pour pouvoir, pour pouvoir, pardon, remplir les trimestres de retraite. Et ça, c'est un calcul qui est au cas par cas. Donc, je vous enverrai, à la fin, je vous mettrai un lien pour pouvoir calculer toutes vos cotisations sociales et le calcul de la retraite notamment. C'est voilà, en fonction du chiffre d'affaires que vous anticipez. Je vais vous mettre ça tout à l'heure, mais c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est beaucoup plus dur, hein, il faut se le dire, de cotiser en entreprise individuelle qu'en tant que salarié pour la retraite. Voilà. Oh, je comprends pas vos questions sur la SARL, si vous pouvez préciser, mais je vais y répondre. En SARL, vous êtes travailleur non salarié. Voilà. C'était ça la question. Et donc j'en viens au régime fiscal. Donc là le régime social, je vous l'ai dit, c'est la protection du dirigeant, la protection sociale. Le régime fiscal, c'est comment je paye mes impôts, comment l'entreprise paye ses impôts aussi. Prioritairement, c'est comme ça que les statuts et les structures ont été définies, les entreprises individuelles, micro et EI, et les EURL et la société en nom collectif sont imposés sur le revenu du dirigeant. Donc, comme un salarié est imposé sur l'impôt sur le revenu tous les ans. OK? Et prioritairement, par défaut, c'est l'imposition sur la société qui est demandée au SAS, au SASU et au SARL. Et là, pour le coup, il y a une différence entre SARL et EURL, alors que c'est la même forme d'entreprise, mais le fait qu'il y ait plusieurs associés et que normalement la SARL est une structure plus importante, plus grosse, fait qu'on on va plutôt imposer le bénéfice de la société et pas du dirigeant ou des associés. En revanche, comme je vous l'ai déjà dit, on peut très bien opter pour une option inverse. Par défaut, quand vous créez une SAS, on va vous dire que vous êtes imposé sur la société et c'est à vous de prendre l'option d'impôt sur le revenu si vous êtes plutôt intéressé par d'imposer sur le revenu, que vous avez en tant que dirigeant. À l'inverse, si je crée une EURL, par défaut, je vais être imposé sur le revenu et je dois, si je suis intéressé, prendre l'option impôt sur la société parce que je vais pas beaucoup me rémunérer, voilà et donc ou l'inverse, parce que je vais pas beaucoup me rémunérer, donc je préfère être imposé sur le revenu parce que je vais moins payer d'impôts et cetera. Ça, c'est vraiment, à chiffrer. Il faut faire une simulation pour ça. D'accord? Alors le bénéfice et la dividende, c'est 2 choses différentes. Le bénéfice, c'est plutôt ce que gagne l'entreprise. Le dividende, c'est ce que l'entreprise va me verser en tant que dirigeant. OK? Donc et encore une fois, c'est aussi différent du revenu. Mais le dividende, c'est pas ce que gagne l'entreprise, c'est ce que gagne le dirigeant. Ça, c'est 2 choses différentes en société, en EURL. Joël, pour choisir un statut juridique, il vaut mieux, voir un expert comptable. Il y a des questions juridiques, il y a des questions fiscales et il y a des questions comptables. Effectivement, la question comptable, l'approche comptable, c'est pas la seule, hein, dans le choix d'un statut juridique, mais c'est parfois oublié et il faut pas l'oublier parce qu'effectivement, il va y avoir toutes ces charges-là, les cotisations à payer tous les ans et tous les mois, si vous êtes entreprise individuelle, il va y avoir vos impôts aussi, personnels, donc tout ça, ça se chiffre. Il faut vraiment l'anticiper. Pour le chiffrer, il faut avoir, il faut que vous ayez une idée plus ou moins de vos ventes ou de vos services, de leurs tarifs. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que le statut, c'est une question qu'on se pose, en tout cas, on le décide plutôt à la fin, dans un projet de création. On peut se poser la question très tôt pour savoir sur quoi je dois travailler pendant mon parcours de création, mais on le définit à la fin, parce que c'est en fonction du chiffrage que vous aurez fait, en fonction de votre cible de clientèle, en fonction, voilà, de vos tarifs,
en fonction, de l'échelle de votre entreprise, tout ça que on va y revenir, hein, tout ça là, en fonction de tout ça que vous allez définir votre statut et c'est pas en fonction du statut qui m'intéresse le plus, qui m'a l'air le plus facile à gérer ou quelque chose comme ça, que je vais définir mon entreprise. C'est plutôt une équation. J'ai, telle activité plus, telle cible plus, telle obligation comptable et cetera, égale et là, c'est obligé d'avoir ce statut-là, OK? Et c'est pas l'inverse. C'est pour ça que c'est difficile d'appréhender a priori les différences entre ces différentes structures, entre ces différentes catégories, parce que, encore une fois, c'est pas en fonction des différences entre les catégories qu'on choisit son statut. C'est en fonction de comment j'ai construit mon projet, comment j'ai construit mon entreprise. De là en découle, un statut. OK? Ah oui, oui, bah, oui, oui, vous cotisez moins en étant patron de votre propre entreprise, oui. Ah, bah, oui, ça, il faut que ce soit clair pour vous. Vous allez avoir moins de protection sociale parce que vous allez moins cotiser. Ça dépend évidemment soit de votre revenu, de votre salaire, si vous êtes assimilé salarié, soit, des bénéfices de l'entreprise, du chiffre d'affaires de l'entreprise et puis des bénéfices. Si vous avez un gros chiffre d'affaires ou si vous pouvez vous permettre de vous verser un salaire important, vous allez cotiser plus. Mais il faut se dire évidemment que notamment au démarrage de l'activité, vous allez très peu, voire pas du tout cotiser, donc pas avoir de protection sociale. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Je veux pas vous dégoûter, hein, mais c'est quelque chose dont, encore une fois, qui s'anticipe aussi, qui se chiffre. Voilà. Oui, Jeannette, tout à fait. Quelle que soit la forme de l'entreprise, vous pouvez opter pour l'imposition sur le revenu ou pour l'imposition sur la société. Je vous dis juste que quand les structures, ces formes-là ont été créées, par défaut, c'était soit revenu, soit société et par défaut, on était soit TNS, soit assimilé salarié et cetera. Il y avait toutes ces différences-là. Aujourd'hui, par option, vous pouvez, très bien, choisir, celle le taux d'imposition enfin pas le taux pardon, mais le régime d'imposition, que vous souhaitez. OK. Je voulais juste faire un focus, bon, on a beaucoup parlé là sur l'entreprise individuelle et la micro-entreprise, avant justement de voir, quelles questions on se pose pour choisir, la structure et le statut. Je vois que ça donne déjà quelques indices dans le chat. La micro-entreprise, très simplement, parce que je vous dis, on peut en reparler beaucoup plus longuement, là je vous ai fait un focus, est plafonné, il y a un chiffre d'affaires, annuel qui est plafonné, vous le voyez, 77 700 € pour les prestations de services et 188 700 € pour, une activité d'achat-revente pour le commerce. Mes clients sont principalement des particuliers ou des professionnels qui, eux, s'adressent à du particulier, ce qu'on appelle le B2B2C. Hem Ou bien vous voulez tester votre projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et puis je me suis dit que peut-être d'ici quelques années, si je développe, si je veux embaucher ou si j'ai besoin d'autres investissements ou de m'associer, je pourrais passer en société, mais là, je suis dans une phase de test. Alors, je vous redis, hein, les entreprises individuelles et les micro-entreprises, c'est pas que des petites entreprises en test, hein. Ce sont des vraies entreprises à part entière. Mais si vous voulez tester, ça peut être une bonne étape pour passer à une structure plus complexe en gestion après. Marilyn, si vous avez à la fois une activité de service et d'achat-revente, alors vous en général, c'est au plus favorable. Donc là, ce sera, vous pourrez pas dépasser alors en fait, c'est les 2. Vous pourrez pas dépasser ce que vous déclarez en prestation de service, vous pourrez pas dépasser 77 700 € à l'année et ce que vous déclarez en achat-revente, vous pourrez pas dépasser 188 700 €. Mais là, du coup, c'est les 2. Parce que quand vous faites vos déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF, pour pouvoir payer vos cotisations, et puis aux impôts. En fait, on va vous demander de différencier les 2. Donc vous allez devoir savoir d'où vient votre chiffre d'affaires. Quelle proportion est en commerce, quelle proportion est en service, OK? Vous allez vraiment devoir déclarer les 2. Non, si vous êtes artisan, donc pour le coup, c'est du commerce. Voilà. Sauf si vous la prestation de service, c'est si vous formiez, par exemple, à fabriquer. Formiez d'autres personnes à fabriquer, quelque chose que vous-même vous avez conçu, mais là, c'est eux qui vont les concevoir. Formation, par exemple, prestation de service. Si, bah, on peut avoir, des activités, multiples en micro-entreprise. On peut avoir plusieurs activités. On peut avoir une activité de service et une activité de commerce. Donc c'est possible d'avoir les 2 en même temps.
Les ateliers, c'est de la prestation de service, tout à fait. Donc micro-entreprise, petite forme, j'ai pas beaucoup besoin d'investissement, j'ai pas beaucoup de besoin en financement, mais au moins j'ai voilà, j'ai quelques milliers d'euros à investir pour le démarrage, en stock, en communication, en trésorerie et cetera. Boulangerie, commerce, hein. Commerce, c'est de l'artisanat, mais c'est du commerce. Pardon, oui, quand je disais artisanat, artisanat d'art, par exemple, artisanat, alimentaire, c'est du commerce. D'accord. Non, bah, pas sûr, mais c'est possible. C'est si vous avez un local, par contre, ça va vous coûter voilà, donc là, c'est là où je vous disais, si vous avez des investissements importants au démarrage et bah, beaucoup de dépenses pour faire tourner l'entreprise, c'est pas l'entreprise individuelle ou c'est pas la micro-entreprise qui va être, intéressante pour vous parce que vous êtes plafonné en chiffre d'affaires. Sauf que pour atteindre un chiffre d'affaires important, pardon, pour pouvoir, payer toutes ces dépenses-là, un local et cetera, il faut avoir un certain chiffre d'affaires pour pouvoir payer ces dépenses. Sauf que si vous dépassez le plafond de chiffre d'affaires, vous serez plus en micro-entreprise, on va vous demander de passer en société. Donc c'est pour ça, les commerces avec un local ou un restaurant physique, des choses comme ça, attention, il faut encore une fois bien chiffrer et la micro-entreprise n'est peut-être pas faite pour vous, du coup. OK? Attention, donc je vous l'ai déjà dit, en entreprise individuelle et en micro-entreprise, il y a pas de société à part entière, donc l'entrepreneur est responsable des obligations et des dettes de l'entreprise. À l'inverse, tous les bénéfices de l'entreprise, ce sont les bénéfices de l'entrepreneur. Et on l'a dit, hein, si vous avez, peu de chiffre d'affaires, vous, cotisez très peu puisque les cotisations sont en fonction de votre chiffre d'affaires, donc ça veut dire que vous avez aussi peu de protection derrière. Donc ça, c'est le fait que là, en micro-entreprise, ce soit vraiment un statut juridique et un régime social et un régime fiscal simplifié, donc indexé vraiment sur, ce que vous gagnez réellement et à ce moment-là, si vous gagnez très peu, vous avez en échange très peu de protection. Voilà, donc c'est simplifié, mais il faut faire attention, au fait que c'est tellement simplifié que, si vous gagnez rien, vous aurez aussi très peu de protection. Est-ce que ça, c'est clair? Hem Pour immatriculer, peut-être pour vous déclarer en micro, je sais pas si c'est déclarer les cotisations, immatriculer. Aujourd'hui, tout se fait sur le site de l'INPI, que ce soit en micro, en société, tout a été centralisé. INPI. Bah, pas si vous avez pas la paperasse, la micro-entreprise, c'est beaucoup plus simple. Après attention, ça veut pas dire qu'il y a pas de gestion à avoir, hein. Il faut faire attention, il faut quand même gérer son entreprise. Tout à fait. En EI et en micro, vous pouvez, continuer à toucher, l'ARE, donc l'allocation de retour à l'emploi, le chômage. L'ASS et le RSA aussi pendant un certain temps et ce sera en fonction du chiffre d'affaires que vous déclarez, tous les mois ou tous les 3 mois, que Pôle emploi va faire là une déduction, de votre ARE, de votre chômage à vous verser. Oui, il y a un délai, je vais revenir Christine, il y a quand même un délai, globalement c'est, au cours de la première année, d'activité. Mais je vais revenir. OK. Alors, si c'est bon pour la micro, je passe, globalement aux sociétés commerciales et puis on va venir sur, quelques bonnes questions pour choisir le statut. Alors je sais pas, Cora, parce qu'il y a beaucoup de questions, j'ai juste vu vos dernières questions. Vous ne vous versez pas un salaire, hein, Morgane, en micro-entreprise, je vous dis, vous n'avez pas de comptabilité séparée, encore une fois, entre l'entreprise et l'entrepreneur. Donc c'est votre, revenu, ce sont les revenus de l'entreprise. Après, je vous invite quand même à avoir une gestion, financière séparée, avoir un compte dédié, pas forcément un compte de société, hein, mais un compte dédié à l'entreprise, mais vous n'avez pas à vous verser un salaire. Voilà, c'est votre revenu. J'essaie de retrouver, voilà, Cora, peut-on garder un emploi en plus de sa micro-entreprise? Oui, si, dans votre contrat de travail, vous n'avez pas de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, hein, il y a ça aussi, attention, si vous voulez créer dans le même secteur d'activité, voire dans le même métier, là,
pour le coup, c'est encadré par le code du travail, mais chaque contrat de travail est différent, donc je vous invite à vous renseigner auprès de votre employeur. Vous pouvez très bien cumuler micro-entreprise et un travail salarié. Ce qui est, intéressant parce que, si vous voulez créer une entreprise et ne plus, être salarié, bah, vous pouvez en attendant créer juste une micro-entreprise et cumuler un peu les 2 le temps de tester votre activité, d'avoir du revenu avant de quitter totalement votre salariat. Morgane, vous n'avez pas besoin d'un compte de société en micro-entreprise, vous pouvez avoir un compte dédié, qui est un compte particulier, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte de société et juste vous voilà, en EURL en EURL, je dois déclarer, mon revenu. En micro-entreprise, je vous dis, il y a pas de différence. L'entreprise, c'est vous. Donc, vous pouvez vous faire un virement d'un compte à l'autre, ça ne change rien. C'est comme si c'était 2 virements perso de 2 virements de 2 comptes perso. Voilà. Alors, j'essaie de voir toutes vos questions, mais oui, oui, donc je vous le redis, hein, sur le compte bancaire, parce qu'il y a beaucoup de questions dessus. En micro-entreprise et en entreprise individuelle, attention, on ne peut pas vous obliger à ouvrir un compte de société. Un compte professionnel, c'est un compte de société, c'est obligatoire pour les sociétés commerciales, donc celle qui est là affichée. En micro-entreprise, en entreprise individuelle, moi je vous incite fortement à avoir un compte dédié pour ne pas mélanger votre gestion pro et votre gestion perso, mais vous pouvez ouvrir un compte particulier, donc à votre nom propre, puisque de toute manière, je vous le redis, il y a pas d'entreprise. Enfin, l'entreprise, c'est vous, donc c'est en votre nom propre. Voilà. Ce qui vous évite d'avoir à payer des frais d'un compte professionnel qui voilà, c'est des frais, qui sont plus importants que sur les comptes particuliers. Voilà. Et avec l'entreprise, vous pouvez avoir plusieurs activités en même temps, même totalement différentes, absolument. Alors fonctionnaire, je l'ai dit tout à l'heure, Mylène, ça dépend de quelle, structure, de quelle, institution vous dépendez. C'est très, très variable. Donc rapprochez-vous de votre, pôle, ressources humaines, de votre hiérarchie puisque, on peut créer et cumuler alors on peut créer une entreprise, dans certaines, structures de la fonction publique, mais, c'est très, très peu recommandé et vraiment il faut avoir des dérogations et c'est très variable, je vous le dis. Donc vraiment renseignez-vous avant. Je vous présentais là les principales sociétés commerciales, je vous l'ai dit, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une différence vraiment qui est très marquée puisqu'il y a beaucoup d'options. En gros, ce qui différencie les 4 grosses, formes, que je vous ai présentées là, c'est d'abord, est-ce que je suis le seul dirigeant? On est en bas, EURL et SASU, hein, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et société à action unipersonnelle, donc je crée seul, même si peut-être un jour je pourrais m'associer et à ce moment-là, je passe en SARL ou en SAS. OK? Donc la grosse différence, c'est ça et l'autre grosse différence, c'est est-ce qu'au démarrage de l'activité, au moment où j'ai immatriculé l'entreprise, au moment où je débute, j'ai besoin de gros investissements ou pas? En SARL et en URL, on n'a pas forcément besoin d'importants investissements parce que les coûts, de l'immatriculation, les frais administratifs tout simplement, sont moins élevés qu'en SAS et qu'en SASU. En revanche, l'avantage de la SAS et de la SASU, c'est qu'il y a peu de cadre juridique, légal et qu'en fait tout est défini par le statut. Alors là, quand je parle de statut, c'est pas le statut social, le statut juridique, c'est, la rédaction des statuts, vous savez donc, comme quand vous créez une association, vous allez rédiger les statuts en marquant le bureau, le conseil d'administration et bah, quand vous créez une entreprise, c'est pareil, vous allez rédiger des statuts et c'est beaucoup plus flexible en SAS et donc en SASU, d'avoir une forme et d'avoir responsabilité, répartie entre les associés. Beaucoup plus vous qui décidez de ça dans les statuts qu'en SARL, en URL où le cadre est beaucoup plus réglementé. OK? Effectivement, donc la gestion est beaucoup plus, flexible, beaucoup moins complexe qu'en URL ou qu'en SARL. L'autre avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un chiffre d'affaires et des revenus importants en SAS ou en SASU, étant donné que vous êtes assimilé salarié, vous allez plus payer de cotisations, ça va vous coûter plus cher en charge, mais en revanche, l'avantage pour, la personne que je suis, en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai une protection sociale beaucoup plus forte. OK?
Voilà. Ouais, tout à fait, Marine, vous pouvez commencer en URL, en SASU et ensuite, vous associer, donc passant à SARL ou SAS. C'est la même structure en soi, donc il y aura pas de formalité trop complexe. Beaucoup plus complexe si vous passez de SASU à URL. Bah, enfin là, il faut tout arrêter et recommencer. Mais passer de URL à SARL, c'est beaucoup plus simple puisque c'est la même structure, juste vous associez. Ah, ce que j'appelle la protection sociale, votre couverture. La couverture bah, tout simplement l'état social, donc la maladie, la retraite, aussi les droits à formation, ça en fait partie. Heu, donc toute voilà, couverture maladie, les indemnités journalières, les arrêts maladie, l'hospitalisation, le congé maternité et cetera. Ça fait partie de tout ça. En fait, ça, tout ce que vous pouvez toucher en indemnité, heu, en fait, dépend de combien vous avez cotisé avant. Comme si là, vous êtes salarié, la différence en très gros, la différence entre un salaire brut et un salaire net chez un salarié, ce sont les cotisations, en très gros. Eh bien, c'est pareil en tant qu'entrepreneur, vous allez verser ces cotisations-là et donc ça vous ouvre, des droits, en protection, sociale. Ouais, c'est ça, la protection sociale. OK? Non, alors il y a c'est la couverture minimum de l'assurance maladie, hein, tout simplement. Parce que vous allez cotiser à ce qui s'appelait avant le RSI, le régime social des indépendants, ce qui aujourd'hui n'existe plus parce que c'est sur le régime général, mais qui existe sous le nom de SSI, Sécurité sociale des indépendants, qui est géré, par l'URSSAF, qui récupère vos cotisations et par la CPAM, donc l'assurance maladie. Donc ça, c'est la base assurance maladie, de l'État, enfin de oui, tout simplement de l'État. Ensuite, vous pouvez, cumuler ça avec une mutuelle. Parfois, prévoyance, c'est autre chose, hein. Prévoyance, c'est plus pour la retraite. Mais avec une mutuelle qui, comme un salarié prendra une mutuelle complémentaire à côté du minimum de l'assurance maladie. Donc là, à ce moment-là, il faut se renseigner sur une mutuelle plutôt dédiée aux indépendants. Heu, mais vous avez quand même une base de protection sociale, comme tout le monde. Maintenant pour ça, il faut cotiser. Cotiser à l'URSSAF. Alors, j'essaie de voir qui concerne un petit peu tout le monde. En fonction des revenus que vous déclarez, donc on va vous demander de payer des cotisations, tout simplement. Eh bien, en micro, Coralie, si vous avez une protection faible parce que vous avez peu déclaré, de chiffre d'affaires, parce que vous avez peu gagné d'argent au démarrage, effectivement, le but c'est enfin, c'est bien d'avoir une complémentaire à côté, oui. Sachant que si actuellement vous êtes salarié, vous avez, une portabilité d'1 an de votre mutuelle employeur, qui court, hein, toujours sur votre première année d'activité, même en micro-entreprise à côté. Quelle est la protection sociale si on ne paie pas de cotisations car peu de chiffre d'affaires? Anne, vous n'aurez pas de protection sociale. Voilà. Très important à savoir, hein, la première année d'activité, vous n'aurez de toute manière, aucune protection. Puisque là, on part du principe que, il faut, enfin que votre protection sociale en cours, elle est fonction des cotisations que vous avez payées l'année précédente. Ah, attention à ça. Donc soit vous avez une complémentaire, effectivement une mutuelle à côté, soit vous avez une portabilité de la mutuelle de votre ancien employeur. Mais la CPAM, Nathalie, c'est ça. C'est en fonction de ce dont vous avez cotisé. Voilà. Il y a la CMU, la CMU-C, donc qui est le minimum, quand même, de protection sociale après, mais c'est vraiment le minimum. Je veux pas vous faire peur du tout, hein, parce que je vois ça dans les commentaires, dans le chat, pardon, je veux pas vous faire peur, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut cotiser au pot commun pour avoir une protection sociale. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Donc voilà, pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation, pas de CPM, sauf la CMU-C. En cas de problème financier, donc vous avez, quelle est la protection des biens perso, pardon, pardon, un micro, alors ça aussi c'est une option, soit vous décidez de protéger vos biens perso, soit vous pouvez être, attention, c'est une option à cocher au moment de l'immatriculation, au moment de la création de l'entreprise, de protéger les biens perso, donc pensez à bien le faire. On peut très bien, séparer les 2.
Si vous avez une mutuelle par votre conjoint, vous êtes couvert. Voilà, pas de souci. Non, non, je veux pas tout à merci Didier, je suis pas là pour vous faire peur. C'est vraiment juste que je vous présente que ça existe comme ça, donc pour ne pas avoir peur, il faut anticiper. Voilà, il faut bien anticiper toutes ces questions-là. Je passe donc assez rapidement de c'est une couverture minimum, hein, la CMU, Ambre, donc normalement, voilà, vous pouvez vous inscrire, mais c'est la couverture minimum, donc tout le monde y a le droit de base. Pas de pas de souci. Les bonnes questions à se poser, on a beaucoup parlé déjà, donc je vais avancer vite, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions toujours. On peut avoir une forme d'entreprise qui différencie en fonction de l'activité. Pourquoi? Je vous l'ai dit par exemple tout à l'heure en micro, quand on parlait des restaurateurs, des commerçants avec une boutique physique, on peut avoir beaucoup de charges locales, heu, l'assurance du local, un stock à renouveler régulièrement. Bon, bah, pour ça, il faut pouvoir avoir assez d'argent, hein, pour le payer, donc avoir un chiffre d'affaires assez conséquent. Là, on va peut-être dépasser le plafond de chiffre d'affaires de la micro. Ça, par exemple, ça va définir du coup quelle forme d'entreprise j'ai. Est-ce que j'ai une micro-entreprise? Est-ce que j'ai une EI? Est-ce que j'ai une société? Je vous l'ai déjà dit aussi, il y a certaines activités qui sont réglementées, alors c'est très spécifique, hein, mais ça existe, certaines professions agricoles ou à ordre, des médecins, des notaires, et cetera, on va leur imposer une forme d'entreprise particulière. On parlait tout de suite de la protection, sociale du dirigeant. Est-ce que je vais, alors c'est en bas, est-ce que c'est important pour moi d'avoir une couverture sociale importante? Donc, pour ça, il faut cotiser. Pour ça, il faut avoir un revenu. Donc là, on va peut-être plus chercher une forme d'entreprise, SAS, SASU, qui va me permettre de cotiser beaucoup plus. Ça va me coûter plus cher, au moment où je vais cotiser, mais je vais avoir une protection si à un moment j'ai un problème beaucoup plus importante qu'en SARL ou encore plus qu'en entreprise individuelle ou en micro. Est-il préférable pour moi de séparer mes biens personnels ou professionnels? Je vous l'ai dit, il y a des mécanismes qui vont permettre de protéger votre patrimoine, personnel, hein. Attention à bien cocher ces options-là à l'immatriculation de l'entreprise, à la création. Mais forcément en société, il y a une différence beaucoup plus nette entre, l'entrepreneur et l'entreprise qu'en entreprise individuelle. Donc si vous êtes vraiment inquiet pour ça, ça peut être un des critères, pas le seul, mais un des critères pour plutôt créer en société. Voilà. Est-ce que je souhaite créer seul ou en étant associé? Ça, je vous l'ai présenté juste avant. Ça va dépendre, du coup, si je suis en société unipersonnelle ou si je m'associe. Quelle est mon échelle géographique d'intervention? Là, pareil, ça peut définir quelles, dépenses vous avez à faire. Si vous avez une échelle large de chalandise ou de communication, si vous allez chercher des fournisseurs qui sont en pas, peut-être que certains fournisseurs ont besoin d'être assurés, on va vous demander plutôt à travailler avec des sociétés qu'entreprises individuelles. Il y a encore des préjugés, hein, sur l'entreprise individuelle, et si je vous redis, ce sont des vraies entreprises. Est-ce nécessaire pour moi d'avoir une gestion différenciée pro perso dans la gestion financière et comptable différenciée? Donc là, si c'est important pour vous, vous allez plutôt créer en société et pas en EI. Est-ce que j'ai besoin de flexibilité dans l'organisation de l'entreprise? On va plutôt aller vers la SAS ou la SASU plutôt que en SARL. Je continue, vous me dites si je vais trop vite, sur les bonnes questions, mais c'est des choses qu'on a déjà abordées. Sur les investissements de départ, quelles dépenses j'ai à faire au démarrage? En stock, en machines, en trésorerie, en différentes fournitures, en véhicules, et cetera. Est-ce que ces apports-là, enfin, ce sont des apports matériels, donc est-ce que je peux le considérer comme un capital, comme des apports d'entreprise? Ça, on va plutôt être en société aussi. Il faut chiffrer ces investissements-là de départ. Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'ils sont nécessaires dès le départ ou est-ce qu'on peut fonctionner par palier? Si c'est important dès le départ, on va avoir une structure d'entreprise beaucoup plus grosse, beaucoup plus complexe aussi, alors qu'en micro, en EI, on doit normalement avoir une entreprise qui démarre avec moins d'investissement. Donc il faut voir si on peut peut-être plutôt, avoir des investissements qui sont, certains au démarrage, certains à 6 mois, certains à 1 an d'activité et pas tout de suite. Est-ce que je suis prêt à assumer des frais d'immatriculation? Je vous l'ai dit, il y a certains types de sociétés, donc plutôt en SAS, qui, coûtent plus cher à la création, tout simplement,
qu'en URL ou en SARL. Et quels sont du coup mes besoins en financement? Parce que tous ces investissements-là, si vous les avez pas en apport ou en économie, c'est ce que je vous ai mis à droite, on a besoin de financement pour ça et comment je peux me faire financer? Est-ce que c'est par la banque? Est-ce que c'est par l'ADI? Est-ce que j'ai de l'apport? Est-ce que c'est par de l'apport familial et cetera? Donc, est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vous avez déjà de la trésorerie? Est-ce que vous avez, de l'expérience, dans le domaine? Est-ce que vous avez du réseau? Est-ce que vous pouvez démarrer rapidement ou est-ce que ça va prendre un petit peu de temps? À ce moment-là, on va aussi fonctionner par palier, donc fonctionner par une petite structure d'entreprise avant d'avoir une structure plus complexe en société. Est-ce que, vous êtes déjà, est-ce que vous étiez déjà en activité peut-être d'ailleurs indépendant avant? Ou est-ce que j'étais, en emploi? Est-ce que alors c'est votre situation professionnelle, en emploi au RSA, par exemple, peut conditionner plein de choses parce que ça va conditionner votre capacité à emprunter, à avoir des investissements et donc conditionner, la structure et la forme et l'échelle pardon, de la structure que vous allez créer au démarrage. Si je suis très peu finançable, si je dois démarrer avec très peu de choses, c'est faisable, hein. Moi je vous le dis, c'est faisable. Mais on va démarrer petit. Voilà, c'est pas grave, on va y aller petit à petit. Ça va prendre son temps. Tout à fait. En fonction de la gestion comptable et la gestion fiscale. Donc là, on est plus sur les régimes, dont je vous parlais au début. Sur la comptabilité, est-ce que mes clients ont des délais de paiement? Ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi parfois et à prendre en compte parce que, je peux avoir à payer mes cotisations sociales, à payer mes impôts à un instant T. En revanche, ma trésorerie, elle est pas forcément là parce que mes clients, ils me payent à 60 jours ou, voilà. Ça arrive, beaucoup dans le bâtiment, par exemple. Il faut anticiper cette partie comptabilité et trésorerie-là aussi parce que, les deadlines de paiement des cotisations, des impôts et cetera, dépendent de votre statut, de votre structure d'entreprise. Donc, quand est-il préférable pour moi de payer les cotisations et les impôts? Ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous voulez récupérer la TVA? Je vous rappelle que la TVA, c'est un impôt indirect, donc ce n'est pas vous la récupérez, mais ce n'est pas à vous, hein, il faut la rendre après à l'État. Donc ça oblige aussi à avoir une gestion comptable, importante parce que, il faut qu'au moment où vous la récupérez, entre le temps entre le moment où vous récupérez la TVA et le moment où vous allez la rendre à l'État, et ben, vous ne perdiez pas cet argent-là. Il faut anticiper cette trésorerie-là aussi, donc. Et si vous préférez avoir une gestion beaucoup plus simple, ben, on va être plutôt sur les micro-entreprises. Et donc, est-ce que vous envisagez aussi un développement de votre activité, un développement du marché aussi, du secteur, hein, peut-être, qui va conditionner une différence, un moment, un changement de cible, un changement de clientèle? Est-ce que vous allez, embaucher? Est-ce que vous allez vous associer? Anticiper le développement de l'entreprise autant que possible, hein, c'est pas toujours possible. Bah, ça va aussi conditionner, est-ce que je démarre tout de suite en micro pour passer après en société? Est-ce que je démarre en URL pour après passer en SARL? Voilà, ça, ce sont les bonnes questions à se poser au début. Hem, Les frais d'immatriculation, en gros, vous allez avoir des frais, Jeannette, de greffe, donc c'est permettre tout simplement le fonctionnement des chambres consulaires, CCI et CMA et du tribunal, de commerce, ou du tribunal administratif, ça dépend, pour enregistrer la création de l'entreprise, tout simplement. Donc ce sont des frais. Voilà. Ah oui, bah, vous pouvez prendre rendez-vous, hein, pour, rentrer dans les détails. Je vous l'ai dit, ça se fait beaucoup au cas par cas, donc pour ça, il faut vous faire accompagner. Soit vous allez voir un comptable, soit vous allez voir une asso, d'accompagnement à la création, vous pouvez venir nous voir pour ça, pas de souci. Alors je vous ai mis là un petit focus sur justement le changement de statut. La question a été posée tout à l'heure. Elle peut se poser, elle peut ne pas se poser, mais c'est bien aussi ça de l'anticiper, de se dire: «C'est possible, mais je dois savoir dans quel cadre c'est possible». OK? Alors, en démarrant par la micro-entreprise, donc je vous l'ai déjà dit, il y a ce plafond de chiffre d'affaires, annuel. Si vous le dépassez, on va 2 années de suite, on va vous demander de passer en société. Oui, je vais m'arrêter là. On va vous demander de passer en société et si les charges,
sont trop élevés dans la gestion de votre entreprise, vous avez trop de dépenses, des dépenses régulières, hein, payer mon assurance, payer mon local, payer, mes déplacements et cetera, mon véhicule. Le régime d'imposition de la micro-entreprise est pas forcément fait pour vous. Je vous dis, c'est un régime simplifié, mais c'est un régime qui, a un taux, forfaitaire. Vous allez payer votre impôt en fonction d'un forfait. C'est un pourcentage. Ça aussi, c'est variable parce que ça dépend de votre secteur, enfin de votre type d'activité, commercial, service. Donc si vous vous dites: «J'ai un certain chiffre d'affaires duquel j'enlève les dépenses, les charges régulières. Il me reste ça et de ça, je vais payer 50 d'impôts, il me reste très peu, moi, pour vivre en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Si vous préférez passer au réel, c'est-à-dire, qu'on ne prenne pas l'ensemble du chiffre d'affaires et qu'on prenne que vos bénéfices, vous allez être imposé sur enfin, le taux d'imposition sera sur vos bénéfices et pas sur le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus avantageux pour une activité, on a beaucoup de dépenses régulières, beaucoup de charges. Est-ce que ça, c'est clair? Un peu complexe. Non, non, un forfait, je parle bien de forfait. Par exemple, je suis mon impôt sur le revenu va être 50 de mon chiffre d'affaires. Sauf que si dans 50 de mon chiffre sauf que si dans mon chiffre d'affaires, j'ai déjà beaucoup de charges, je vous dis, hein, de loyer et cetera, bah, il me reste très peu, moi, pour vivre. Si je suis au contraire imposé, non pas sur l'ensemble de mon chiffre d'affaires avec une grosse partie de charges, mais plutôt sur mon bénéfice, ça peut être beaucoup plus avantageux si j'ai beaucoup de charges. Parce que c'est beaucoup plus réel. Parce que je suis imposé sur ce que véritablement j'ai gagné et pas sur ce que j'ai gagné avant déduction des charges. Les frais de chambre sont obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de passer par la chambre de commerce, mais les frais sont obligatoirement payés. C'est plus clair? Vous avez des activités où vous avez peu de charges, donc c'est pas dérangeant de devoir payer 50. Vous allez même y gagner. 50, c'est un exemple, hein. Si vous avez beaucoup de charges, en revanche, vous allez payer 50, mais mais du coup, il va vous rester très peu, pour vivre. Voilà, donc là, on va passer plutôt à l'imposition au réel, c'est-à-dire à ce que j'ai gagné réellement. Bah, c'est pas une différence entre l'impôt sur la société ou l'impôt sur le revenu, hein. C'est une différence entre le normal, qui est un régime simplifié, et le réel. La différence entre le régime simplifié de la micro-entreprise plutôt et le réel, donc je suis imposé sur véritablement ce que j'ai gagné. Voilà. Hem, vous n'avez pas de frais, tous les mois, non, en société? Pas de quoi? Peut-être vous parlez de quelque chose de spécifique, vous pouvez me dire? Ah bah, le salaire peut rentrer dans les charges, ouais. Anticipé dans un plan de charge, effectivement. Mmh. Ah bon. Donc quelle formalité pour, passer, pour changer de statut, ou pour changer de forme d'entreprise? Un peu comme à la création d'une société, donc je vais devoir déposer une annonce légale, donc dans la presse spécialisée, anticiper les coûts de ça aussi, publier le bulletin officiel, les activités commerciales. Ça, c'est si j'ai plusieurs associés et vous allez devoir faire votre déclaration aussi, toujours sur le site de l'INPI. L'INPI qui a, après lui, réparti à tous les greffes, le tribunal et cetera pour, les informer. C'est un guichet unique. OK, donc ça, ce sont les 3 obligations, 2 seulement si vous êtes, un seul associé, enfin s'il y a pas d'associé. Donc le dépôt légal en prêt spécialisé et la déclaration du changement de statut auprès de l'INPI. Si, si, en EI, vous pouvez très bien être au réel en EI, pas en micro, hein. Ah, INPI, donc je vous ai mis le lien là, vous pouvez pas cliquer, je suis désolé, mais je vais vous l'écrire. Alors, ce site-là, il existe depuis janvier. Avant, ça se faisait, sur le site de l'URSSAF pour la micro-entreprise et sur les sites, sur le site qui s'appelle guichet d'entreprise.
pour les sociétés, aujourd'hui, tout se fait sur, ce guichet unique-là pour l'immatriculation. Pour les déclarations, ça se fait toujours, heu, auprès de l'Urssaf. Donc ça, c'est pour changer le cadre juridique. Pour changer le cadre d'imposition, le régime d'imposition, vous pouvez passer, je vais vous remettre la slide, heu, ce que j'ai mis là, hein, d'impôt sur le revenu à impôt sur la société et vice versa, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, tout est en option. Vous devez le faire, donc vous la démarche, elle se fait auprès des finances publiques, donc de votre service d'impôt, local, départemental. Vous pouvez le faire maximum 3 mois après la création de l'entreprise et ça se fera, au mois suivant, immédiatement. Sinon, si c'est à partir du 4e mois de la vie de l'entreprise, le changement, il aura lieu au 1er janvier du mois de l'année suivante. OK? Donc ça, il y aura un délai, parce que c'est un pour les autori pour les finances publiques, pour les impôts, c'est important d'avoir, de que l'année où l'année N+2 par exemple, vous allez être imposé en fonction de ce que vous aurez choisi à la création et l'année N+3, vous serez imposé en fonction du changement qui aura lieu au 1er janvier de l'année N+2. Ça, il y a toujours ce délai-là d'1 an, parce que vous êtes imposé sur, les bénéfices ou le chiffre d'affaires de l'année précédente. Ah, ça dépend aussi des activités, je vais vous mettre, heu, pour l'imposition, c'est trop variable. Je vais vous mettre, le lien d'un simulateur de l'Urssaf qui, est toujours en construction et qui est assez complet. Vous pouvez, simuler, les cotisations, les impôts, les retraites, tout ce que vous ouvrez en fonction du chiffre d'affaires que vous avez déclaré et des cotisations et des impôts que vous payez. Vous pouvez, faire plusieurs simulations dessus. Ouais, ça donne un indice. Non, non, bah, la date, c'est 31 décembre. Même si vous le faites le 31 décembre, ce sera actif au 1er janvier suivant. Il y a enfin, c'est-à-dire qu'il y a rien qui change au 1er janvier concrètement, puisque ce sera au moment de l'impôt, plusieurs mois plus tard que ce sera fait. Donc c'est pour ça que vous pouvez le faire au 31 décembre, c'est pas gênant, les services, fiscaux auront le temps de changer. OK? Est-ce que vous avez encore quelques questions? Je peux, poursuivre quelques minutes. Je sais que c'était très complexe. On a parlé de beaucoup de choses, de compta, de fiscalité, du juridique. Je vous le redis, vous avez les bonnes questions à vous poser, pour choisir. C'est pas en fonction d'une structure ou d'un statut que je préfère, que je choisis la forme de mon entreprise. C'est, en fonction de comment je l'ai construite cette entreprise, à quelle échelle, à quelle activité, progressive ou pas, que, je le statut va s'imposer à moi. Voilà. OK? Ah, toujours envoyer une lettre recommandée. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, prenez rendez-vous. Alors, bonne question. Il n'y a pas de webconférence la semaine prochaine. Ce sera le 5 septembre la prochaine et après ce sera tous les mardis, tout le mois de septembre, tous les mardis après-midi. Alors pour l'ACRE, il y a alors, les taux ont changé au 1er juillet, donc je vous invite plutôt à aller, sur le site de Pôle emploi pour vous renseigner. On refera un focus dessus, mais ce sera que début octobre. Voilà, après vous pouvez revoir les replays des anciennes, webconférences sur, la micro-entreprise, on parle de l'ACRE, ou sur les droits, avec Pôle emploi. Attention, les taux ont changé, on était sur 45. Pardon, ça c'est pour l'ARS, n'importe quoi. Pour l'ACRE aussi, les conditions d'accès ont changé au 1er juillet aussi, donc attention, mais tout est à jour normalement sur le site de Pôle emploi, parce que j'ai regardé récemment. Ouais, c'est pour ça, hein, bonne claque dans la figure, c'est pas l'objectif, mais prenez bien le temps, réfléchissez à tout ça, réfléchissez au chiffrage du projet, à l'échelle du projet, à qui vous adressez, quelle est votre clientèle aussi, comment vous anticipez le développement ou pas d'ailleurs. Prenez bien le temps de vous poser ces questions-là, faites-vous entourer, faites-vous accompagner pour ça. C'est pas grave de se dire: «Je suis peut-être pas prêt», mais au moins je vais prendre le temps. OK?
Je vous envoie merci, vous répondez à ma place, c'est super dans le chat. Je vous envoie le lien des prochaines conférences, parce que ça a été demandé. Et puis, on se retrouve, à lundi. Si besoin d'accompagnement, si besoin de financement, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas là à m'envoyer un mail s'il y a besoin de compléments. OK? Et puis on se revoit, donc, dans 2 semaines, ce sera pas moi, on se revoit quand même mardi, 5 septembre pour la prochaine webconférence. Et d'ici là, j'espère que vous allez, bien travailler sur votre projet, que ça vous aura aidé à avoir les bonnes pistes et puis à avancer. À bientôt, bon après-midi. Au revoir, merci.